On était en train de discuter entre nous, on s'est dit, est-ce qu'on l'enregistre celui-là? Oui, tant qu'à faire. On est là. 493e épisode, il y a beaucoup trop de 4 dans cette phrase, 493e épisode des Technos, avec d'un côté Thierry. Salut. En direct de Suisse, et de l'autre côté, nous avons Aurélien en direct de France. Salut Aurélien, j'espère que vous allez bien, vous qui nous écoutez. Je sais que ces deux-ci vont bien, parce que je les ai déjà un peu sondés avant l'enregistrement. Donc, on enregistre de plus en plus tard. Bientôt, ça va devenir compliqué à un moment. Voilà, un épisode avec évidemment toujours de l'actu technologique, vous vous en doutez. Je vous rappelle que vous devez même, il faut aller franchement dans l'injonction, vous devez vous inscrire à notre infolettre en passant par lestechno.be, vous trouverez le lien sans difficulté. On vous envoie un mail par semaine, pas plus, le vendredi, pour vous signaler que l'épisode est bien sorti, que vous pouvez aller le consommer, l'épisode de la semaine évidemment. C'est là également qu'on propose de vous donner ce dont on n'a pas parlé dans l'épisode, c'est-à-dire notre veille technologique à nous, ici, nous trois, et puis le restant de l'équipe également. On ne peut pas parler de tout dans chaque épisode, et donc on vous laisse aussi ces différents liens dans cette infolettre, et voilà. Et donc c'est aussi un petit lien avec l'équipe, puisque c'est une infolettre que vous pouvez commenter. Hein. C'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est avec Substack. Hein. C'est ça le Substack. Substack. Il y a chaque fois, je sais qu'il y a une lettre en moins, mais je sais jamais de quel côté. Mais peu importe. Lestechno.be pour trouver le petit raccourci qui va bien, et vous allez vous donner votre adresse mail, et tout ça se fait naturellement. J'ai envie de dire. Vous me direz, encore une infolettre en plus. Oui, mais on ne publie qu'une fois par semaine. Et donc, voilà. C'est bien, celle-là. Elle est très, très bien. Tu le dis. Quel enthousiasme. J'ai l'impression que Aurélien, lui, découvre. De quoi parle-t-il? Non, pas du tout. Je la reçois. Ah oui. Je la relis pas tout le temps, parce que nous, on a la oui, c'est vrai qu'on... en direct. Oui, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Donc, mais je l'ouvre. Voilà, c'est déjà bien. On est content que ça parte pas. Ça. Tu ne l'envoies pas directement dans ta poubelle, dans ta corbeille. Allez, on commence avec le premier sujet de la semaine. Ça, c'est chouette. Le projet TGV-M avance vite. Il faut indiquer le train à grande vitesse, ça on avait. Le M, c'est pourquoi dans le projet TGV-M? Alors, c'est pour moi. Non, c'est pour moi, Thierry, le sujet. Oui, s'il te plaît, Thierry. S'il te plaît, Thierry, tais-toi. Pas les pattes. Juste une fois. Non, pas les pattes. Non. Ok, vas-y. Donc TGV-M, c'est pas Méditerranée, hein, on aurait pu le voir, mais non. La future, attendez, vous me prenez de court, la 5e génération de TGV, hein, ça s'appelle TGV-M, M pour modulaire, puisque depuis 2018, Alstom travaille sur ce projet TGV-M qui sortira en France en 2026, et c'est un TGV qui en ce moment, là, pendant que nous parlons, est en train de faire plein de tests et plein d'essais, 1 million de kilomètres, il aura parcouru 1 million de kilomètres avant qu'on puisse monter dedans. Et puis il y a 115 rames qui vont être livrées à la SNCF par Alstom pour un total de 3,5 milliards d'euros. Alors pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que on prend tous, en tous les cas, les Français prennent le TGV ou le train ou le TGV fréquemment, et il y a quand même plein de nouvelles technologies, d'innovations dans ce nouveau TGV. On parle de 400 innovations. Je vais détailler celles qui m'ont le plus marqué. Je vous ai mis donc la page de la SNCF, du projet de la SNCF, et je vous ai mis, et c'est par là que j'ai trouvé la news, une vidéo YouTube d'un... C'est marrant d'ailleurs, c'est un créateur de contenu qui parle d'automobile ancienne et qui était avant conducteur de train de fret. Et il a eu la chance, et il a été contacté par la SNCF pour faire une présentation du TGV-M et monter dans la motrice du TGV-M. Et du coup, il montre un peu toutes ces innovations-là. Et je suis resté collé à la SNCF, à la vidéo, un moment.
Donc, pour vous expliquer un petit peu les innovations de ce TGV, il comportera 9 voitures à la place de 8, parce qu'ils ont réussi à rétrécir la motrice de 4 mètres. Alors ça déjà, je ne sais pas si tout le monde est bien au courant de ça. Avant, les trains, on mettait une locomotive et on mettait des wagons derrière. Sauf que pour que la locomotive traîne les wagons, on mettait des lestes dans la locomotive pour faire en sorte que quand la locomotive tracte, elle ait suffisamment de poids pour tirer tout le poids qui est derrière. D'accord. Aujourd'hui, c'est une question d'adhérence, c'est ça, c'est une question d'adhérence. Okay. Alors même si, je ne sais pas si vous savez, mais sur les trains, et notamment le TGV, quand on est dans des conditions d'adhérence assez faibles, on vient juste à la base de la roue injecter du sable, sable de la Loire, pour modifier l'adhérence et justement retrouver de l'adhérence quand il pleut, quand il y a des feuilles mortes. On fait ça sur les trams à Bruxelles aussi. Oui, ou sur les métros. Du sable. Ah, c'est ça la petite buse, d'accord. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, on a réussi à supprimer 4 mètres de motrice, donc... Et on a enlevé 1 mètre à chaque voiture, ce qui nous a permis, sur un convoi de 450 tonnes, de mettre 9 voitures à la place de 8. C'est ça. Et donc, on aura 20% de passagers en plus. Le TGV, il sera recyclable à 97%. Les matériaux du TGV sont recyclables à 97%. 25% des matériaux du TGV sont des matériaux qui proviennent du recyclable. On a beaucoup travaillé aussi pour qu'ils consomment moins, notamment au niveau de l'aérodynamisme. Les roues, par exemple, les bogies sont caractérisées, le nez a été changé, il y a plein de choses. La toiture c'est pas encore tout à fait, c'est presque le nez en bec de canard des trains à grande vitesse japonais. C'est allongé comme ça, c'est presque ça. Ils ont quand même réussi à enlever 4 mètres, donc ils ont allongé un peu le nez, mais ils ont enlevé... Bien sûr. Et faut savoir qu'avant, il y avait beaucoup, beaucoup d'équipements sur le toit. Le conducteur a de la place pour ses jambes, du coup. C'est pour ça. Et il conduit allongé. Je pensais à ça, exactement. Avant, il y avait beaucoup, sur la motrice, il y avait beaucoup d'équipements sur le toit, notamment tout l'équipement haute tension, et parce que ça avait besoin d'être refroidi, parce que voilà. Et pour des questions d'aérodynamisme, ils ont réussi à faire un toit plat et à remettre tous ces équipements à l'intérieur de la motrice parce que justement ça chauffe moins, les rendements sont meilleurs donc ça chauffe moins, et pour justement gagner en aérodynamisme. 20% d'économie d'énergie, je l'ai déjà dit. Il est complètement made in France. Alors, il faut savoir que les motrices sont fabriquées à Belfort sur le site historique d'Alstom, et puis les voitures sont fabriquées à La Rochelle. Alors, au niveau communication, je vais continuer sur la traction. Il faut savoir que ces TGV, et c'est la première fois au monde qu'il y a ça, sur une ligne haute vitesse, ils ont ce qu'ils appellent un greffon. Ce sont des batteries dans la motrice qui permettent au train, sur la ligne Paris, la LGV Sud, donc Paris-Lyon, le trajet est découpé en tronçons. Et si on a un problème d'alimentation sur un tronçon, pour éviter de faire goulot d'étranglement, le TGV est capable, avec sa batterie de secours, d'aller jusqu'à la sous-station suivante, et donc d'enlever le bouchon, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est une grosse innovation. C'est le premier train à grande vitesse qui a la possibilité de se mouvoir par des batteries de secours. Du coup, pas à la vitesse commerciale, une vitesse peut-être plus basse. Je pense pas, non. Ouais, je pense pas. Mais il disait que, par exemple, un problème de caténaire, de non-alimentation d'une sous-station, c'est minimum 2 heures de retard. Oui. Et sur une ligne Paris-Lyon, il n'y a qu'une seule voie. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Les moteurs, pareil, sont plus efficients, donc ils sont plus petits et on les a mis dans les bogies, alors qu'avant ils étaient dans la caisse. Ce qui a changé beaucoup de problématiques. La pollution sonore aussi, tout ce qui est bruit des TGV, notamment en stationnement. On passe à la gare de Lyon ou dans les gares où il y a beaucoup de TGV côte à côte. Tout ce qui est climatisation, tout ça, ça ne fonctionne que s'il y en a besoin, et il y a énormément d'IoT pour pouvoir mesurer et faire de la maintenance préventive.
Et alors, le dernier, il y a une liste longue comme le bras. Ouais, je confirme. Ce qui m'a fait marrer aussi, c'est que faut savoir que le TGV français est très particulier dans le sens où les voitures n'ont pas de bogie. On a un groupe qu'on appelle le bogie intercaisse. Donc, on a 2 caisses, une de chaque côté. Ça, on a un bogie central. Ouais. Et donc, on n'est jamais... les caisses sont toujours liées ensemble par ce bogie intercaisse. Ouais. Et dans ce bogie intercaisse, il y a une suspension pneumatique qui permet de donner le confort du TGV français pneumatique comme sur les voitures. Et il faut savoir que sur ce TGV-là, les bogies forcément s'usent, donc le diamètre des roues diminue. Oui. Et en fait, le TGV, pour les personnes à mobilité réduite, a servi la hauteur de la marchepied à l'arrivée en gare pour que, quelle que soit l'usure du bogie, la hauteur soit toujours la même. La hauteur soit toujours la même et l'emmarchement soit toujours à la même hauteur en fonction de l'usure des bogies. Ok. Je trouvais ça très bien. Je ne savais pas que l'usure était à ce point-là, enfin que ça pouvait faire varier à ce point-là la hauteur. C'est vite. Et donc voilà. Donc allez regarder cette vidéo. Déjà, allez regarder cette vidéo, c'est hyper intéressant. Et voilà, il n'a plus le temps, mais il y a aussi plein d'innovations qui sont en train d'être développées sur la LGV Sud. Notamment, il faut savoir que tous les matins, il y a un train test qui doit passer pour l'ouverture de la voie le matin pour mesurer la géométrie de la voie tous les matins. Si ce train-là ne passe pas, on ne peut pas ouvrir la ligne. Ok. Et en fait, ils sont en train de changer ça avec des petites navettes autonomes qui vont de sous-station en sous-station. Il y a tout un article là-dessus que j'ai lu. À l'occasion, faites-nous part en commentaire, je vous en parlerai, c'est hyper intéressant. C'est impressionnant. Ouais. Le M, du coup, c'est pour... Modularité. Modernité et maîtrise. Ouais. C'est les 3 mots-clés. Voilà, moi, je l'aurais appelé TGVP. Pourquoi parce que un train à pile, c'est original. C'est bien, voilà. Celui-ci existe. Non. Je tiens à le signaler. Chapeau les Français, là tu m'en bouches un coin. Made in France 100%, c'est encore mieux. Oui. Ouais, c'est ça. Bon. Et je répète, celui-ci existe, contrairement au Swiss Metro. Allez écouter mon hors-série sur Swiss Metro. Oui, c'est ça. Et merci à ceux et celles qui ont déposé des commentaires et puis qui nous ont félicités sur les précédents épisodes. Ça fait toujours plaisir. Vous le trouverez, c'était il y a 3 semaines maintenant qu'on l'a publié, je pense. Oui, je crois. Donc vous le trouverez sans grande difficulté. Il ne faudra pas chercher beaucoup. Et c'est passionnant. C'est un très très beau projet avec plein de rebondissements. Ça s'écoute comme un polar, qui a volé le métro. Le Swiss Metro. Qui a volé le Swiss Metro. Qui financera le Voilà. Et qui le financera, surtout. Voilà. Écoutez, moi, j'ai adoré. J'aime beaucoup. Et donc, il naviguera, j'allais dire. Il voyagera en 2026. Et sous la marque TGV Inouï, fallait-il le préciser. SNCF, une commande SNCF. Ok, écoutez, moi j'aime bien, mais on va quand même passer à la suite. Hein, voilà, oui. On connaît tous, en tout cas ceux qui ont un appareil Apple, le protocole AirPlay, AirPlay 1, AirPlay 2. Ce protocole s'est fait hacker récemment. Thierry, tu vas nous en parler. Je remercie notre ami Sébastien qui nous écoute peut-être de partager cette news que vous retrouverez probablement dans notre newsletter sur Substack. Voilà, il n'y a pas d'erreur. 23, c'est le chiffre à retenir, 23, et le nom à retenir, c'est Airborne, avec un E à la fin. 23, c'est le nombre de vulnérabilités qu'il est possible de trouver dans le protocole AirPlay et dans son SDK, le Software Development Kit. Et puis Airborne, c'est le petit nom qu'ils ont donné à cette façon d'attaquer effectivement ces vulnérabilités, c'est la dernière fois que je prononcerai ce mot, avec une attaque de type zéro-clic. Alors moi je ne savais pas ce que c'était une attaque zéro-clic. En fait, zéro-clic, c'est qu'on peut attaquer un système sans aucune espèce d'interaction. Pire encore, ça permet effectivement une propagation automatique de cette infectation, de ce malware, de ce
ce virus, vous l'appelez comme vous voulez, et il est même, on l'appelle wormable, hein, donc il se propage lui-même, et puis après il est capable de faire des petits un peu plus loin. Alors en gros c'est quoi? Ça concerne principalement les appareils de fabrication tierce, j'entends par là votre paire d'enceintes, par exemple, qui vont aller sur du AirPlay que pour l'audio. Il y a certains appareils, vous pouvez transmettre de l'image. Il y a même des logiciels. Je pense qu'eux, ils vont avoir moins de soucis. Ils vont très vite corriger le tir. Mais je pense à tous ces millions d'appareils, d'enceintes, de télévision, et même CarPlay, parce que effectivement le CarPlay, c'est aussi au travers de ce protocole qui va pouvoir communiquer. Vous savez, cet autoradio qui est en fait une recopie de votre smartphone, de votre iPhone en l'occurrence, et qui va vous proposer une interface très, user-friendly, avec des icônes plus grandes, pour pouvoir par exemple écouter les podcasts de les technos. Vous verrez sur les notes que j'ai partagées, l'attaque là par exemple s'est faite sur une enceinte qui possède un petit écran, et puis en fait ils se sont amusés à changer l'image ou à afficher ce qu'ils voulaient. Donc c'est une exploitation qui permet effectivement de faire aller le micro, ou diffuser du son différemment, ou de prendre la main sur l'objet, quoi, en gros. Sur l'objet, voilà. Mais pire encore, puisque cet objet, il a de fortes chances aussi d'être connecté à votre réseau, par exemple, pourquoi pas chez vous ou dans votre entreprise. Là, je pense à des enceintes connectées. Ça peut devenir une porte d'entrée pour pouvoir aller plus loin. On avait vu ça avec un temps avec les imprimantes. Hein. C'était des OS et puis du logiciel embarqué qui était peu fiable et qui devenait comme ça des portes d'entrée possibles. Maintenant, il va falloir se méfier de ces appareils comme les enceintes, comme les téléviseurs, comme tout ce qui fonctionne là-dessus. Alors l'article nous dit pour se protéger, il faut faire les mises à jour. Certes, ça m'a fait rire parce que c'est un grand classique, mais il faut savoir que ça concerne des centaines de marques. C'est juste incroyable. Là, on parle de plusieurs millions de devices. L'autre conseil, moi, que je donnerais, c'est de simplement pas utiliser ou pas activer le mode quand vous n'avez pas besoin, de choisir l'utilisateur qui a le droit. Alors là aussi, encore une fois, ça dépend du device. On a des choses où le menu ou les fonctionnalités qui sont proposées sont très restreints et donc vous n'avez pas 15 000 trucs à faire. Il y a même dans les conseils d'aller filtrer le port 7000 parce qu'a priori, c'est le port que va utiliser le protocole AirPlay. Pour ceux et celles qui aiment bien bidouiller leur routeur, ça pourrait être l'occasion de suivre ou de contrôler ou voire même de verrouiller le trafic qui pourrait se faire sur ce port. Mais voilà, si vous avez quelqu'un qui est déjà à l'intérieur de chez vous ou qui arrive à se connecter avec votre Wi-Fi, ça devient de plus en plus malheureusement facile de craquer un mot de passe de Wi-Fi. C'est pour ça qu'il évolue, ce type de connexion. Il y a fort à parier que protéger le port 7000, ça ne servira déjà plus à grand-chose. En gros, c'est peut-être aussi l'occasion de revoir vos achats sur quel type d'appareil. Le bon marché n'est pas forcément le meilleur prix, puisque je vois de plus en plus d'appareils qui vont sur le marché et la maison mère qui l'a édité, je prends pour exemple une paire d'enceintes que j'ai là, la Jawbone que j'adorais. Et c'est une boîte qui a coulé, mais pourtant les produits fonctionnent toujours. Mais il n'y aura plus de mise à jour, il n'y aura plus jamais la possibilité de faire quoi que ce soit. Il fut un temps, on pouvait encore utiliser l'application pour faire 2-3 manips, pour par exemple personnaliser un petit peu ce genre d'appareil. Et il y a fort à parier qu'une marque qui périclite va non plus pas continuer à vous offrir ces types de réglages au travers d'une application. Donc prudence, le plus simple des conseils, c'est n'enclenchez pas ce mode-là si vous avez l'opportunité de le faire. Je doute que parmi tous ces centaines de fabricants, il y ait des mises à jour qui vont suivre comme ça d'un coup, d'un seul. Allez voir les ressources partagées ici, c'est assez flippant pour voir à quel point c'est facile. Alors, petit message personnel à Thierry. Tu m'as mis dans les liens à suivre, tu m'as dit 2 fois le même lien. Donc, peut-être d'accord, je changerai. Voilà, c'est ça. Merci, c'est très gentil. C'est pour nos auditeurs. On vous met les sources, vous avez compris. Comme toujours, d'ailleurs, dans la description de cet épisode. Il y a un article
article de Wired et oui, j'ai mis 2 fois le même. D'accord. Voilà, c'est ça. Et donc on vous met les sources, comme je disais, comme toujours, dans les notes de podcast et dans la description, sous la vidéo sur YouTube, également sur notre site lestechno.be. Voilà. Merci pour ce. Oui, mais il faut tout bien indiquer, il faut tout être très didactique et très complet. Oui, c'est comme ça. Quand la France veut concurrencer AMD et Nvidia, rien que ça, ça passe par une boîte qui s'appelle, que je découvre, qui s'appelle Vesora, qui est une boîte française spécialisée dans le chipset lié à l'intelligence artificielle, si je dis pas de bêtises. Le chiplet. Chiplet. Ok. Ah, je vais expliquer. Et la chiclette. Alors, fondé en 2015 par un certain Caleb Malej, M-A-A-L-E-J. Vesora, donc c'est une entreprise française qui a fait une belle annonce le 29 avril dernier, puisqu'elle a levé 40 millions d'euros. Ce qui en fait un petit paquet quand même. Hein. Oui. Donc Deep Tech, Deep Tech, je rappelle, on dit que c'est de la technologie profonde dans le sens où on va toucher, on va faire quelque chose de manière en rupture technologique. Voilà, en rupture. Parce que cette entreprise, elle veut développer des puces. Électroniques, donc déjà en France, pas 50. Non, clairement. Les grands fondeurs sont pas chez nous. Donc, cette entreprise a dit, la promesse, c'est nous faisons des puces dédiées à l'IA qui permettent d'aller plus vite, 3 fois plus vite. Et comme on va plus vite, on diminue la consommation d'énergie par 2 pour une requête. Bon, très bien. Donc, ils ont mis en place cette architecture-là. Ils ont des bureaux en France et à Taïwan parce qu'ils s'acoquinent avec TSMC, le fameux fondeur taïwanais. J'ai appris quand même que on le sait tous, mais ces puces qui nomment Jotun, J-O-T-U-2-N-8, alors abréviation J8, elle débarque sur un marché qui aujourd'hui fait quand même 124 milliards de dollars et qui va aller faire au moins plus 50%, parce qu'on en sera à 255 milliards de dollars en 2030. Donc, vous voyez, en 5 ans, et si leur puce est vendue, ils ont des chances d'en vendre beaucoup. Déjà, s'ils prenaient ne serait-ce qu'un demi % de ce marché, ça serait déjà énorme. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Et ils tirent leur innovation par une architecture chiplet. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que l'architecture chiplet ? Et donc, je vous ai mis un autre article qui parle de qu'est-ce qu'un chiplet. En fait, avant, pour faire un processeur, on prenait un morceau de silicium et on gravait tout dessus. La partie, la mémoire, la partie... voilà. Ce qui nous obligeait à avoir des gros bouts de silicium. Et forcément, qui dit gros bout de silicium, dit plus grosse machine pour faire les trucs. Bien sûr. Le chiplet, c'est quoi ? C'est c'est fabriquer une puce, une grosse puce, à partir de petites pièces de Lego qu'on va venir assembler les unes aux autres. Donc, on a besoin de petits morceaux de silicium, donc qui sont plus faciles à industrialiser, sur lesquels on va mettre des cœurs d'un côté, la partie mémoire de l'autre, ainsi de suite. Tous les petits morceaux, on va les mettre ensemble, et puis on va les assembler, soit côte à côte, soit verticalement. Et donc, on peut même imaginer que l'article que je vous ai proposé, c'est un article de quelqu'un de chez AMD qui dit que, grosso modo, nous, on fabrique des chiplets. Marc, toi, tu vas acheter un processeur de chez AMD 4 cœurs. Prends les pieds de Lego, je te pièce de Lego, je te mets que 4 cœurs. Thierry, tu vas acheter un 8 cœurs, je te rajoute 4 petites pièces de Lego qui sont des cœurs en plus, et hop, ça fonctionne.
Et donc, grâce à ça, on est meilleur en coût. On a besoin de moins de silicium. En tous les cas, pour fabriquer des petites chiplettes, on a besoin de moins de taille de silicium. On va plus vite. Et on est beaucoup plus flexible par rapport au marché. On peut avoir une gamme qui est très étendue parce voilà, à la carte. À la carte, je pense pas que tu peux appeler AMD dire vous mettez je veux un demi-cœur, s'il vous plaît. Bien cuit. Voilà. C'est ça. En tous les cas, aujourd'hui, faut savoir que ChatGPT, c'est 5000 requêtes par seconde. Donc, vous voyez que il en faut du calcul derrière pour aller répondre à tout ça. Là où Google, c'est 100 000 requêtes par seconde, ça fait pareil, c'est des chiffres. Moi, j'ai du mal à m'imaginer. Chiffre pour chiffre, Aurélien, moi j'avais un petit rictus quand tu as annoncé la levée de fonds de 400 millions, parce qu'à notre époque... 40 millions, oui. Mais j'ai un petit rictus parce qu'à notre époque, quand j'allume la télévision, quand je l'allume, ou la radio, j'entends les informations, etc. On parle en milliards maintenant, il faut le savoir. Hein. C'est très rare aujourd'hui qu'on parle encore en dizaines de millions. Et donc, est-ce que c'est assez pour lancer une production viable ou la recherche, cas, etc. Là, il parle d'Indus. Hein. Il parle d'Indus, donc d'après ce que j'ai compris de l'article, ils sont en lien avec TSMC. Et, ok. Voilà. Bon, alors... ça pose toujours les mêmes problèmes. Eux, ils veulent... Enfin, Vessora a dit, nous, on cherche la souveraineté, blablabla. Mais bon, on va les faire produire à Taïwan. Oui. C'est pas moi qui vous dirais que c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais en même temps, est-ce qu'on a les usines en Europe pour produire de... je ne sais pas. Chaîne de fabrication. C'est un peu ça le problème. Voilà. On sait faire, je crois que dans le Grenoblois, il y a quelques fondeurs, mais est-ce que ça peut faire en masse comme ça à la TSMC, je pense que TSMC... Enfin, je ne vais pas m'avancer. Il me semblait que TSMC avait pour ambition de déployer des usines en dehors de Taïwan, sachant que l'avenir est incertain dans cette région, aux États-Unis, peut-être en Europe aussi, à vérifier. Je ne vais pas trop m'avancer, j'ai pas cette info. J'avais entendu parler de ça aussi. Mais voilà, après, faut... Enfin voilà, est-ce que ça sera le Nvidia de demain, ça sera Vessora, hein, au moins vous le saurez. Oui. Et voilà. C'est drôle, fatigant. Donc voilà. On vous met pas chaque fois des articles tels que celui, par exemple, qui parle des chipsets, parce que c'est un article, c'est clairement de la publicité pour AMD, hein, quelque part, mais avec de l'information dedans quand même. C'est pour ça que tu l'as épinglé, mais rarement on fait ça, de mettre ce type d'articles, mais quand ils sont intéressants et quand il y a du contenu, tenez compte du fait que c'est quand même AMD qui en parle. Il y a peut-être des biais à ce niveau-là, mais pour le reste, les informations sont exactes. Ça explique ce qu'est un chiplet. Voilà, c'est ça, c'était le but aussi. Bon, écoutez... On a appris des trucs. On a appris des trucs. On va se dire bonsoir. Ah non. Non. Je vais vous laisser souffler un petit peu. Je fais un bloc-notes. On fait comme ça, ouais, vas-y. Un petit bloc-notes. Parce que moi aussi, je pioche dans les brèves, à gauche, à droite, je cherche des trucs et je trouve des choses. Comme par exemple ceci. Ikea et Sonos annoncent la fin de leur partenariat sur la gamme Symfonisk. Je suis un peu dyslexique. Symfonisk. Après déjà 8 ans de collaboration, je pensais que c'était plus récent que ça, mais non, 8 ans. Ah, le capté 7 ans. Oui, c'est ça la difficulté. Lancée en 2019, la gamme Symfonisk proposait des enceintes connectées intégrées à des objets du quotidien, comme des lampes compatibles avec AirPlay 2, par exemple, et le système Sonos. Mais voilà, les ventes de Sonos ont chuté à cause, rappelez-vous, de cette mise à jour problématique de leur application, qui a entraîné des bugs et aussi, il faut le dire, une perte de confiance des utilisateurs. On en avait parlé dans les technos. Ikea vendra ce qu'il leur reste en stock de Symfonisk jusqu'à épuisement des stocks, donc avec un suivi logiciel garanti, paraît-il, mais sans calendrier très précis. Les utilisateurs souhaitant un suivi logiciel durable sont conseillés d'opter pour des produits comme l'enceinte Sonos Era 100, par exemple, pour rester dans la gamme. Je pense que c'est
Thierry qui voulait rajouter un truc là-dessus oui, parce que moi je suis fan de ces produits pour en avoir. Et j'avais aussi été un de ces gars qui avait pesté avec la mise à jour de leur logiciel, mais c'est pas possible. C'était une catastrophe. Dans une ère comme celle-ci, de vivre un truc comme ça. Alors, avec un si beau produit aussi, parce qu'on sans faire de publicité, c'est un beau produit. Non, c'est vrai que c'est bon, le son est bon, enfin tout est bien pensé, la synchronisation entre les pièces et tout, on en avait parlé avec ce système de timecode, c'est vraiment... Et j'avais trouvé smart que Ikea s'associe avec Sonos. L'alternative, si jamais pour mieux piloter ou mieux utiliser, mieux exploiter vos Sonos, moi je l'ai découverte avec tout simplement Home Assistant, parce qu'Home Assistant arrive à causer avec les Sonos, et donc plus besoin de passer par l'app, vous pouvez mettre en place une belle alternative pour télécommander, imaginer des scripts et puis des petits lancements comme ça personnalisés. Voilà. Mais dommage. Oui, c'est dommage parce que par contre il y a toujours une gamme domotique chez Ikea, ça s'inscrivait un peu là-dedans dans cet esprit-là aussi. Donc c'est dommage que ça périclite parce que l'entrée de gamme, les prix étaient vraiment intéressants. S'acheter du Sonos au prix Ikea, c'était pas mal, effectivement. On va encore parler de son. Samsung acquiert des marques audio emblématiques, dont Bowers & Wilkins, Denon et Marantz. C'est quand même pas rien pour ce que certains qualifient une bouchée de pain, 350 millions de dollars. Pourquoi une bouchée de pain ? Parce que ces marques sont quand même emblématiques et symptomatiques de qualité, de Wi-Fi, d'I-Fi, de haute fidélité, etc. Ces marques, donc reconnues pour leur excellence acoustique, rejoignent Harman, la propriété de Samsung, depuis maintenant 2016. Le rachat vise à intégrer ces technologies dans les smartphones Galaxy. Alors là, je me demande comment ils vont intégrer du Marantz et du Denon dans du smartphone, mais également dans leur barre de son, ça je comprends, téléviseurs et écouteurs sans fil, tout en renforçant la connectivité via SmartThings. Samsung ambitionne de devenir une référence mondiale dans l'audio haut de gamme. Je tiens à signaler que, par exemple, d'autres marques faisant partie aussi du groupe Harman, c'est JBL, par exemple. Donc c'est pas rien non plus. C'est un gage de qualité. Le Louvre cessera d'utiliser les consoles Nintendo 3DS comme audio guide en septembre 2025, après plus d'une décennie de collaboration. Moyennant 6 € de location, les Nintendo 3DS enrichissaient l'expérience des visiteurs grâce à des fonctionnalités comme la géolocalisation et les images HD des œuvres depuis donc 2012. Aucun détail n'a encore été révélé sur le futur dispositif qui remplacera la 3DS, mais l'annonce est attendue évidemment avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est hautement technologique et puis c'est un symbole aussi, le Louvre. Cette collaboration historique entre Nintendo et le célèbre musée a marqué une époque en combinant patrimoine et innovation technologique, même si elle était japonaise, innovation technologique. Ce serait bien qu'il y ait une innovation technologique française, je ne sais pas ce que tu en penses. Aurélien, oui. C'est ça. Oui, non, mais alors, déjà, j'ai été surpris d'entendre que 3DS est audio guide. Alors, pour moi... On en avait parlé dans les technos. Oui, mais deux choses. Ouais. Les audio guides, ça peut servir pour les gens qui ont un handicap visuel. Peut-être. C'est comme... entre autres, oui. Au début, c'était ça, les audio guides. Oui, bien sûr. Oui. Donc, bon, ici, c'était un enrichissement, je me rappelle de la news, parce qu'on l'avait fait. C'est un enrichissement du contenu, tu vois, de la mise en situation, qu'est-ce qui est remarquable dans l'œuvre, et des choses comme ça. Autant de choses qu'on ne marque plus en dessous, sur des plaquettes et des choses comme ça. Tout à fait. Alors, non, mais il ne faut pas confondre audio guide pour aider des gens qui ne voient pas les tableaux et entertainment de nos chérubins. Oui. Et il y a un peu de ça. Autant je trouvais que la 3DS, pour les enfants, ça peut être cool. Autant, je ne sais pas si pour des personnes en situation de cécité, la 3DS, c'est très accessible. Je pense que ce n'était pas le but. Je pense qu'effectivement, c'était disons, un ajout à l'expérience de visite dans le musée. C'était une valeur ajoutée, on va dire, mais qui n'était pas nécessairement orientée aux gens qui ont un handicap quelconque. Je ne pense pas. Je peux me tromper. Je n'ai pas été au Louvre pour le tester, malheureusement. Mais voilà. Mais en tout cas, je me rappelle très
très bien avoir parlé de ça dans une news. Je sais pas si c'était déjà les technos, sûrement. Et donc, c'était l'usage qui était fait de cette console de jeu à la base était très innovante et voilà. Mais je pense que c'était le support, c'était la console qui avait un software différent derrière pour la faire tourner, pour entrer dans ce qui avait été demandé, dans le cahier des charges de ce qui avait été demandé. Voilà. Mais après, ne pas redévelopper un hardware pour ça, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est plutôt malin. Oui. Donc voilà, on attend avec impatience. Je le disais, ce qui va, parce qu'il va certainement y avoir quelque chose à la place, et ça pourrait être très intéressant de suivre ce développement. On pense souvent aux lunettes, par exemple, avec des différentes informations qui pourraient s'afficher. Enfin, voilà, je pense à plein de trucs comme ça, et dans le cadre d'un musée aussi riche que le Louvre, ça prend encore toute une autre dimension. Donc c'est plutôt bienvenu. Je croyais qu'on n'apportait plus rien de chez eux. On avait dit c'est fini maintenant avec cela. Mais c'est ancien. C'est du matos de l'ère soviétique qui avait été envoyé dans l'espace il y a maintenant 53 ans, avec une ambition, c'était d'aller loin, et puis finalement, non. 2026 ou 2025 sera le jour du retour au bercail, si je puis dire. Oui, c'est même pire que ça, puisque nous enregistrons cette émission le 7 mai 2025. Alors, à plus ou moins 3 jours, on va se ramasser Cosmo 82, Cosmo 482 pour parler bien suisse. C'était normalement Venera 482. Je vais vous expliquer. On apprend le russe avec moi, c'est sympa. Donc à 3 jours près. Donc c'est peut-être ce soir, c'est peut-être demain, c'est peut-être après-demain, ou plutôt dans 6 jours. Voilà, 3 jours avant, 3 jours après. Non, voilà. Enfin, on est un peu dans le timing. Cette petite capsule soviétique va rentrer d'une mission qui avait démarré en 1972. Voilà. Alors pourquoi on va la recevoir sur la tête? Déjà, en fait, elle est restée bloquée en orbite terrestre parce qu'elle devait aller un peu plus loin. Mais il y a un des étages de la fusée qui est pas, ça n'a pas bien marché. Voilà. Je fais aucune critique sur l'origine du pays qui avait lancé ce petit explorateur. Il avait une mission, c'était d'aller bien plus loin que de notre orbite terrestre. Voilà, le lanceur, le Molnia, qui a décollé le 31 mars 1972, il a eu cette anomalie, et puis du coup, Venera 9 est devenu Cosmo 482. Alors, la destination souhaitée, c'était, tu l'as pas dit, mais c'était Vénus. Oui. Voilà. J'y venais, mais effectivement, c'était une sonde d'exploration. Mais le truc qui est pas mal, c'est qu'en fait, il va revenir entier, ce machin. Parce qu'en fait, il était sacrément bien conçu. Alors après autant d'années, on va voir si ça tient effectivement ses promesses, parce qu'il est capable, c'est une sphère d'1 mètre de diamètre environ, 500 kilos, et il est capable de passer l'atmosphère sans coup férir. Enfin bref, il a même un parachute, mais je doute qu'après 52 ans, il soit encore en bon état, que ce soit la mécanique pour l'éjecter ou la toile de ce parachute. Il va atterrir entre le méridien 52 nord et 52 sud, très probablement dans l'océan. Il y a des chances, oui. Voilà. Ouais. S'il fait beau, puis il fait jour, on devrait, ça va être un peu compliqué. Puis s'il fait nuit, on va avoir une belle comète. Et puis, pour revenir sur la technologie embarquée, c'est quand même un engin qui est capable de résister, retenez bien, 100 bars de pression et plus de 300 G. Pourquoi ? Parce qu'il devait atterrir sur Vénus, justement. Il devait encaisser le blindé. Choc. Il était blindé, c'est du titane, c'est un bouclier thermique de malade. Et donc il va pas se comme les satellites par exemple. Exactement. Ouais. Alors il est resté peut-être, je pense que c'est pas impossible qu'ils vont aller les récupérer. Ça dépend où ça tombe. Oui, ça dépend.
Alors, on nous vend l'idée que ça va tomber dans l'océan. Maintenant, reste à savoir s'il n'y a pas quelqu'un dessous quand même. Puis le parachute, moi, je crois qu'il ne va pas très, très bien fonctionner. Donc, ça risque de faire mal. Hein. Ça risque de couper, comme on dit. Une demi-tonne. C'est un gros frigo, quoi. Oui. Ouais, c'est un gros frigo avec des grosses parois. Voilà. Mais chapeau. Alors, pourquoi il atterrit ? Parce qu'en fait, l'orbite terrestre dans laquelle il est resté bloqué a commencé à devenir une orbite de moins en moins circulaire, une ellipse pour parler, je crois, correctement. Ouais. Et donc, à certaines étapes de cette... Il ralentit de plus en plus et l'ellipse s'accentue. Il se rapproche, il se rapproche et il s'éloigne. Et puis là, il va immanquablement rentrer et probablement, dans l'atmosphère. Probablement qu'il a été percuté aussi par d'autres déchets qui circulent. J'allais dire, et la probabilité qu'il tape un Starlink... Oui, il a changé. Alors, prenez de la 4G si jamais vous êtes sûr. mais voilà, ce sont tous ces paramètres-là qui font qu'un objet en orbite ne reste, surtout à cette altitude-là, ne reste pas longtemps. Enfin, 53 ans, c'est quand même un bail, mais finit toujours par retomber sur Terre à un moment ou un autre, quoi. Donc, voilà. Ce qui m'épate dans l'histoire, c'est qu'on a réussi à faire qu'il reste en orbite, qu'il peut-être... tout le monde arrive à prendre en compte son orbite qui a commencé à évoluer, puis qu'on soit maintenant capable de plus ou moins à 3 jours près de dire où il va atterrir. C'est quand même du 230 km/h, un choc comparable à une grosse météorite de 40-50 cm, sauf qu'elle est un peu plus grosse. Oui. Et puis qu'il y a peut-être des chances de récupérer. Alors, je ne sais pas s'il y aura des données intéressantes parce qu'il était fait pour atterrir sur le sol de Vénus. Il y a sûrement des sondes, des trucs comme ça. Mais pour le coup, je trouve que ça serait... La carte SIM. L'abonnement qui va avec. Voilà. Ah oui. Oui, peut-être. Donc, voilà, on va voir. Donc, c'est dans 3 jours, à plus ou moins 20 heures, je vous ai dit. Voilà. Et puis, c'est le Québec, de Québec à la Patagonie, voilà, pour la couverture géographique. Ça rejoint une news qu'on avait partagée il y a quelques semaines maintenant, où il y avait eu un projet également de récupérer un très très vieux satellite américain, mais d'essayer de le ramener en un seul morceau sur Terre pour justement l'analyser, parce que c'est aussi un satellite qui est passé près d'un demi-siècle dans l'espace pour justement tirer des informations sur les rayonnements, quel rayonnement il s'est pris, quel déchet il a ramassé sur son passage, etc. Et donc il y a des enseignements après un demi-siècle effectivement à tirer de ce genre d'objet. Ici ça va être un tout petit peu compliqué, mais bon voilà, c'est comme ça. Restez couverts. Mettez un casque. Ou mettez un casque, ou voilà, dormez avec un casque, ou dans votre cave, ou je sais pas, enfin bref. On rigole, mais je me rappelle quand la station spatiale Mir, à peu près de la même époque, enfin peut-être un peu plus tard, est retombée sur Terre, je connaissais des personnes âgées qui avaient fait des réserves dans la cave avec des conserves, des fois que ça tombe sur la ville. Oui, c'était sérieux, quoi. Bon, tiens, Aurélien, on va parler de Google, qui va donner accès, ouvre un accès en tout cas, à son intelligence artificielle Gemini aux jeunes enfants. Tu vas nous expliquer ça, avec quel encadrement? Est-ce que c'est bien sérieux? Non. Ah, d'accord. La réponse est non, merci. Non, donc Google a envoyé un mail à des posteurs de comptes supervisés. Si vous avez Family, je ne sais plus comment ça s'appelle, Family... Oui. Ouais, enfin, moi j'ai pas, mais je... Family Link, non. Family Link. Oui, Family Link. Bref, si vous avez un compte Family Link, vous avez dû recevoir un mail qui dit que Google donc autorise les comptes des enfants, donc moins de 13 ans, à utiliser Gemini, donc l'IA générative de Google. Alors, ils disent que voilà, ça pourrait pour ces enfants être une aide aux devoirs. Je suis perplexe. Ça leur permettrait d'inventer... Enfin, Gemini pourrait leur inventer des histoires et leur lire des histoires le soir. Je suis perplexe. Ouais. Bref, il y a je vous ai mis aussi un article où il y a des experts des experts qui disent que le développement cognitif est
ça pose des problèmes pour le développement cognitif des enfants, les écrans, pour l'éthique numérique, enfin. Plein de. Enfin, si vous avez, donc je suis un peu atterré par cette news. Honnêtement, même si ça fait flipper, c'est encadré, c'est sous votre contrôle, c'est hyper addictif et l'enfant de moins de 13 ans n'a évidemment pas le recul qu'il faut, il ne dira jamais assez pour digérer ce que voilà. Il peut même pas comprendre que celui qui lui parle n'a pas de sentiments, c'est une machine, quoi, clairement. Donc pourquoi faire ça si ce n'est pour pousser les enfants à... Pardon ? Habituer, enfin... oui, exactement c'est ça. Pour habituer les enfants à ça. Ouais. Moi, ça me pose plein de questions, ça. Est-ce que la curiosité, c'est moi je sais pas, je veux savoir quelque chose sur les moteurs à double embarquement-tête, n'importe quoi. Je tape ça au moins sur Google. J'arrive sur un site, je lis. Être devant un assistant ou une tablette et lui dire mais c'est quoi un moteur à double embarquement-tête et ne pas avoir le loisir de chercher, de savoir, d'avoir différentes sources et de lire. Ça me paraît des grosses problématiques. Est-ce que Google veut qu'une recherche sur le web dans 10 ans, ça soit plus du tout avec un clavier? Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça va de pair. Alors là, c'est dans le cadre en plus des jeunes enfants, donc ça prend une dimension et on s'attarde sur moins de 13 ans, donc on s'attarde sur cette information-là. Mais pour les adultes, c'est le cas aussi. Juste avant d'enregistrer cet épisode, je voyais que Google va commencer aussi à faire des propositions d'articles résumés en quelque sorte à la sauce Gemini quand tu fais une recherche sur une news récente, par exemple. Donc déjà, ils vont aller pomper de l'information sur les sites d'information sans les payer, sans rétribuer les journalistes. Ça, c'est déjà un problème éthique en soi. Et en plus, comme tu le disais, le fond de l'article, tu l'as pas. Tout ce qui peut amener à se questionner autour d'un article, à croiser l'information, etc., c'est annihilé parce que de toute façon, si tu lui reposes la question, il va te répondre la même chose. Et bien souvent, il se trompe aussi sur les sources dont il s'est servi et va préférer des sources qui lui sont proches, entre guillemets, pour justifier la réponse qu'il a donnée. Donc on est un peu dans le même esprit, sauf que plutôt que d'endoctriner des jeunes enfants de moins de 13 ans, il faut aussi endoctriner des gens de plus de 13 ans. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a tout un écosystème qui va se casser la figure aussi à un moment donné, parce que si on rétribue pas correctement les journalistes, il n'y a plus de journalistes. Alors, voilà. C'est un problème, mais j'ai eu la chance d'être devant une classe de BTS en école de commerce il y a quelques semaines, là. Et même, je leur pose une question, ils se disent pas, je vais réfléchir. Ils se disent, je vais demander à ChatGPT. Oui. Ça, c'est des biais qui me paraissent... graves, ouais. Et le réflexe Google aussi, hein, même chez les gens plus âgés. Je vois les gens d'une trentaine d'années, tu leur parles de quelque chose, la première chose qu'ils font, c'est d'aller regarder sur Google. Ce serait un bon réflexe en soi, mais c'est plus pour dire, ok, est-ce qu'il dit des conneries ou pas, voilà. Mais c'est bizarre comme habitude, parce que là, pour l'instant, c'est effectivement Google, moteur de recherche, et c'est pour aller plus loin dans sa recherche et trouver des sources fiables, etc. C'est d'accord, mais à partir du moment où la réponse, Google va donner la réponse, pré-mâcher la réponse dans un article, plus personne va aller sur les sites internet, quoi, sur des sites web. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Mais ouais, ça va. Enfin, voilà, on dérape un peu de l'article là, mais. Oui, mais pour moi, ça fait partie du problème. Mais même, oui, le problème est même plus large que ça. C'est-à-dire que on va chercher sur Internet des morceaux de solutions qu'on pourrait imaginer nous-mêmes et comprendre nous-mêmes. Oui. De A à Z, alors qu'on va parce que toujours recopier quelque chose de quelqu'un. Et ça va. Je parle de ça, même pour. Je sais pas, tu te dis, tiens, je vais calculer la pente d'un toit. Je change complètement de sujet. Tu vas calculer la pente d'un toit. Tu tapes. Enfin,
les gens vont taper comment calculer la tendance de poids sur Google. Alors tu te poserais avec une feuille et un crayon, tu dirais bon bah voilà, j'ai la tangente de l'angle, c'est pas très compliqué quoi, tu vois. J'ai 2 mesures à prendre, une tangente de l'angle, c'est pas très compliqué. C'est un exemple très simple, mais ça, c'est dans tous les domaines ça. Oui, bien sûr. C'est parce qu'il y a un truc, il y a un thème, un sujet qu'on pourra jamais enseigner à l'école, et puis là, c'est parti pour que ça disparaisse encore plus vite. C'est enseigner la curiosité. Oui. On va avoir des générations de personnes qui seront de moins en moins curieuses. Si, peut-être pas nécessairement moins curieuse, mais moins encline à questionner la réponse qu'on lui donne. À se questionner elle-même aussi. Et à se questionner elle-même, Donc, l'esprit critique, en gros, c'est ça qui est annihilé avec ce genre de ça fait flipper. C'est pas l'intérêt de Google à faire ça. Pivoter, oui. Transformer ses futurs acheteurs. Oui, la part de marché de Google en tant que moteur de recherche a encore diminué cette année, j'ai lu ça cet après-midi, et donc il est important, même s'il reste très large, je pense que c'est 87% ou un truc comme ça, donc c'est un score communiste, mais de notre côté, ils doivent réagir aussi, parce que c'est clair que demain, ChatGPT le fait déjà d'ailleurs, Perplexity également, permet de faire de la recherche par le biais d'un modèle de langage et d'intelligence artificielle. Donc voilà, ils vont se positionner là-dessus aussi, avec tous les risques qu'on a déjà évoqués. C'est un vrai problème. Merci d'avoir amené ce sujet sur la table, en tout cas Aurélien. Chaud le sujet. Non, mais on rigole pas avec ça. Si vous avez une opinion de votre côté, n'hésitez pas à la partager avec nous, évidemment, dans les commentaires, où que ce soit, on vous lit, on vous voit. On va encore parler un petit peu dans cet épisode d'intelligence artificielle avec Thierry et de ce qui se passe du côté de Zurich, en Suisse évidemment. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ouais. Pour une fois que je peux tacler mon propre pays, c'est l'Uni de Zurich qui va morfler là dans cette news qui est pas très très glorieuse pour le coup. Puisque des chercheurs de l'université de Zurich, fin 2024, pendant quelques mois, se sont amusés à créer plus de 1700 commentaires dans un subreddit bien précis, une sorte de groupe, vous savez, les Reddit, c'est des sous... après, il y a des sous-canaux, on appelle ça des subreddits. Puis là, c'était un qui parlait de la remise en question, la confiance en soi, etc. J'ai plus le nom du subreddit en question. Ils se sont amusés à créer plusieurs faux personnages avec des profils différents. Il y en avait qui étaient des personnes qui étaient sorties, soi-disant, d'agressions, qui se sont remis, des survivants d'agressions. Il y avait des faux témoignages, quoi. Des faux témoignages, mais aussi des fausses personnalités qui allaient avec ces profils, comme par exemple des professionnels de la santé psychique ou des choses comme ça. Alors ça partait d'une idée qui est somme toute louable, puisque c'est de la recherche, c'est toujours intéressant de lancer de la recherche. Le but de cette recherche de l'Uni de Zurich, c'était de se dire jusqu'où l'être humain était influençable si on le fait pencher d'un côté ou de l'autre, et surtout avec des avis différents, mais avec la petite touche en plus, l'IA. Donc on a créé des faux profils, on a créé des étiquettes à ces profils, mais on a surtout donné comme mission à ces faux profils de générer plus de 1700 commentaires. Et l'étude qui n'est pas parue, je vais vous expliquer pourquoi, fait apparaître que, quand on fait bosser de l'IA, quand on lui donne la mission de changer la vie, je vous ai même partagé un article en allemand, comme ça vous pourrez vous remettre à la passionnant. Oui, c'est passionnant à lire. C'est le DNIP qui vous partage ça. En fait, on arrive à la conclusion que ça fonctionne. C'est qu'effectivement, on peut
changer la vie. On peut changer la vie, on peut l'influencer. Puis là, on était dans un registre, on va dire, un peu santé psychique. On n'était pas du tout dans une approche politique ou quoi que ce soit. Et dans cette opération-là, eh bien, en fait, Ford a constaté que l'intelligence artificielle peut sacrément manœuvrer, manipuler l'être humain. Alors, pourquoi cette étude ne sera jamais communiquée ? C'est déjà parce que il y a eu des bruits, hein, ça s'est vu, ça s'est entendu. Ouais. C'est sorti un peu plus tard. Hein. Déjà, il y a les comment on appelle ça, les modérateurs de ces subreddits qui ont méchamment gueulé pour dire non mais c'est quoi, c'est pas éthique, c'est pas cool, vous avez ni averti les utilisateurs ni nous les modérateurs, parce qu'ils ont tous des missions, hein. Les modérateurs c'est pas alors on n'est pas chez Wikipédia, mais ils prennent très au sérieux leur mission. Mais il y a aussi Reddit eux-mêmes qui ont dit non mais attendez, vous foutez de nous là, vous utilisez notre plateforme, ça va à l'encontre de nos conditions générales. Et puis ils songent même à faire une attaque pénale contre l'Uni de Zurich. Ah oui. Qui, pour le coup, pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise. C'est pas une bonne carte de visite pour notre pays, et encore moins pour cette Uni qui est très réputée. C'est ça le pire. C'est dans un top, je sais plus combien, une institution vraiment très reconnue. Là où Reddit est fâché, c'est que tout ça s'est fait aussi sans contacter Reddit. Et l'étude sera jamais publiée parce que Reddit a dit non, vous allez arrêter ce cirque, mais en plus, vous ne publiez pas cette étude parce que ça va à l'encontre de trop de choses. Donc, affaire à suivre pour savoir si on est pénal. Est-ce que ça a aussi des conséquences sur les utilisateurs? Parce qu'on a vu un dérapage dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Il y a par exemple quelqu'un qui s'est amusé à dire « Ouais, tu sais, ChatGPT... là, j'ai pris sur moi et je prends plus mes médicaments, ça va mieux. » Oui, des choses comme ça. Et le chat GPT dit dire ah bravo, c'est bien. Sauf que là, le monsieur avait simulé quelque chose comme une dépression ou des médicaments. Comment dire, relativement nécessaire. Ouais. Et là, il est parti un petit peu en vrille où d'habitude, il nous dit non, mais attends, tu devrais quand même aller consulter un médecin, tu devrais quand même suivre l'avis des professionnels de la santé. C'est peut-être pas bien que tu arrêtes tel ou tel médicament. Donc, pas bon pour l'image de l'Uni. Non, mais en même temps. Sacré coup de gueule de Reddit. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, voire peut-être même une année déjà, on avait parlé de ça, enfin en tout cas on avait évoqué dans un épisode le fait que à l'aide d'une IA, des journalistes étaient arrivés à faire changer d'opinion d'abord ils avaient infiltré des groupes conspirationnistes et ils arrivaient en moyenne, simplement en posant 3 ou 4 questions, à faire changer d'opinion complètement les personnes dites conspirationnistes qui lisaient. Donc ça rejoint un peu la même étude, la même approche, peut-être pas avec les mêmes moyens, mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des enseignements à en tirer. Ça me paraît assez logique, mais comme tout laboratoire, il faut un encadrement. C'est un minimum quand même. Est-ce que toutes les méthodes académiques ont bien été respectées par enfin là il faut un jury d'éthique qui... Oui, moi je vais dire, en France il y a un comité d'éthique pour ça. Il me semble, oui. C'est donc... quand un labo de recherche fait des et en particulier sur de l'humain. Des animaux, des expérimentations biologiques sur des animaux, il y a un comité d'éthique. Quand à mon avis, ce genre de truc, il y a un comité d'éthique. Alors, pour la petite histoire... En tout cas, quand c'est dans le cadre universitaire, quand c'est dans le cadre journalistique ou autre, ça c'est différent. Mais oui. Pour la petite histoire, c'est remonté jusqu'à nos conseillers, jusqu'à notre politique, puisqu'effectivement, ça a grincé des dents, parce que là, il y a tout. Il y a l'image de la Suisse, il y a l'Uni de Zurich. En plus, il y a ce côté... là, c'est le roman qui parle, par rapport aux Suisses allemands de notre pays, et Dieu sait que je les aime bien. Mais... c'est généralement eux qui se mettent en avant en étant les plus sérieux, les plus adroits, les plus carrés. Et c'est pas le PFL, c'est pas l'Uni de Lausanne, c'est pas des Suisses romands, encore moins des Suisses italiens qui se sont amusés à faire ça. Alors je peux comprendre dans le cas d'une recherche que tu as besoin d'un terreau,
mais de le faire comme ça à la fraîche. Oui. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des têtes qui vont tomber, mais je sais qu'au niveau politique, au niveau national, ça grince des dents. Nous n'avons pas le même AI Act qui se dessine en Europe et qui pourrait inspirer d'autres pays. On n'a pas la GRPD, mais on s'en est inspiré pour faire la LPD, la loi de la protection des données. Ce n'est pas tout à fait la même transposition. Je pense que ce genre d'action va faire bouger les rangs pour aussi légiférer. C'est pas franchement dit dans les articles que je vous partage, mais mon pif me dit qu'on va aussi se bouger. Puis là, je suis pas très très heureux de partager cette news avec vous, parce que dans le cas précis, on assume ce retard ou cette non-volonté de légiférer sur des choses, et Dieu sait que c'est pas forcément l'apanage des solutions. Mais voilà, c'est pas bon du tout ce qui s'est passé. Bon, affaire à suivre, hein. Tu nous en diras plus si d'aventure tu as plus d'infos sur ce sujet. C'est ici que s'achève cet épisode 493 avec Aurélien et Thierry. On va se retrouver prochainement avec ceux-ci ou d'autres la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et puis dans les semaines à venir encore, jusqu'à la fin de la saison qui s'approche à grands pas. Je le dis parce que je sens la température monter. Et donc ça c'est signe qu'à un moment donné il va falloir on s'apporte des bières fraîches, c'est ça? Oui, c'est ça et on va pouvoir refaire des épisodes tout nus. Youpi. Donc voilà. Pas vu, pas pris. Merci à tous les deux, merci Aurélien, merci Thierry, merci à vous de nous avoir écoutés. Passez une excellente semaine et n'oubliez pas, partagez nos épisodes avec vos amis si vous avez des amis, c'est toujours bienvenu. Salut.